Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de traiter un exercice sur les moteurs réducteurs freins. Et comme on peut le constater sur le dessin, donc il s'agit d'un moteur plus réducteur et notre réducteur est composé de deux engrenages. Premier engrenage composé par les roues 1 et 2 et le deuxième engrenage composé par les roues 3 et 4 et l'arbre de sortie. Les données, donc pour notre réducteur, un rapport de réduction 0,1 et un rendement 0,9. Pour le moteur, puissance utile 7 kW, fréquence de rotation 700 tours minute, le rendement moteur 0,9 et la tension 400 volts, le Kosfi égale 0,8, le facteur de puissance. Alors si on regarde sur le schéma de notre moteur réducteur, la source des mouvements, le moteur asynchrone qui est sécurisé par un frein, et sur le réducteur composé de deux engrenages 1 et 2, 3 et 4 et la sortie l'arbre moteur, il y a un tambour et sur le tambour vous avez une charge Q. Donc ça concerne notre, donc si on regarde sur notre schéma, donc vous avez premier engrenage 1 et 2 de rendement Nu1, premier rendement, et pour 3 et 4 deuxième rendement, et à la sortie vous avez votre tambour et une charge Q. Voilà, donc là le schéma de votre V2 de gauche ou bien de droite. Voilà le tambour, le rayon tambour et la vitesse angulaire des tambours, la vitesse linéaire de la charge et la charge Q. Et là vous avez le nombre de dents Z1, Z2, Z4 et Z3 à définir. Aussi on réalise tout simplement un schéma synoptique. Donc vous avez le moteur avec son rendement, à la sortie moteur, puissance moteur, fréquence de rotation moteur et couple moteur. Vous avez la suite, après le moteur on a un réducteur avec le rendement global qui est égal au rendement du premier engrenage multiplié par le rendement du deuxième engrenage. La sortie, vous avez une puissance réducteur, fréquence de rotation réducteur, couple réducteur. Et puis vous avez le tambour vers la charge. Donc puissance tambour et fréquence de rotation tambour, couple tambour. Voilà les données de notre problème. Alors pour la question, un mécanisme de levage est constitué par un moteur asynchrone triphasé, un réducteur à engrenage, un treuil à tambour plus câble et un frein à manque de courant à friction conique intégré au moteur. Alors pour la première question, ce qu'on va essayer de faire, c'est l'étude de l'engrenage. Complétez le tableau des caractéristiques suivantes. Donc on va s'intéresser aux deux engrenages 1, 2 et le deuxième engrenage 3 et 4. Donc l'engrenage 1 et l'engrenage numéro 2. Et si on nous demande sur la première ligne d'écrire les relations. Donc on connaît que, donc là vous connaissez que D, toujours le diamètre primitif, est égal à M module fois le nombre de dents fois Z. Donc si vous calculez le module, est égal le diamètre sur Z. Diamètre sur Z. Pour le diamètre de tête, diamètre de pied, l'anthrax, le rapport. Donc on a déjà indiqué un engrenage, voilà, denture droite. Vous avez toujours la dent et la mesure de la tête de la dent. Donc là c'est le diamètre qu'on a noté, le diamètre de tête, et à partir du pied de la dent c'est le diamètre de pied, et
le diamètre intermédiaire entre les deux, c'est le diamètre primitif. Diamètre primitif, le rouge. Et là, vous avez toujours la dent et la mesure du diamètre primitif jusqu'au diamètre de tête, ça c'est ce qu'on appelle HA, la saillie. Et la mesure entre le diamètre primitif et le diamètre du pied, c'est HF, ce qu'on appelle le creux. Et la somme de HA plus HF est égale toujours à la hauteur de la dent. La hauteur de la dent. D'après les valeurs normalisées, la saillie HA est toujours égale à un module. HA égale le module, et le module c'est toujours une valeur déterminée par la résistance des matériaux. HA égale module, HF est égal 1,25 module. 1,25 module. Et pour la hauteur, c'est la somme de HA plus HF. Tandis que pour l'anthrax, qu'on a noté ici A, l'anthrax, si vous avez un contact extérieur, c'est tout simplement la somme des deux diamètres divisé par 2. Et si on a une couronne, c'est le diamètre le plus grand moins le plus petit divisé par 2. Donc là, ce sont des rappels de cours. Je retourne donc là pour le diamètre de tête. Pour le diamètre de tête est égal le diamètre primitif, voilà, le diamètre primitif plus 2 HA, puisqu'on a une symétrie, donc 2 HA. Et HA, on a dit tout à l'heure que c'est HA est toujours égal au module, un module. Alors pour diamètre de pied, c'est le diamètre primitif moins 2 HF. 2 HF. Et HF, d'après le tableau, donc HF, c'est-à-dire le creux, HF est égal, on a dit tout à l'heure, c'est 1,25 fois le module. Donc là, c'est normalisé. Donc on a dit définir à partir des tableaux. Alors pour les calculs, donc on a la roue numéro 1, le module est égal à 2. Et puisque vous avez un engrenage, donc les conditions d'engrainement sont toujours données par même module, même forme de dent et même pas. Donc ici même module, donc on a ici 2, donc ça sera pareil 2 ici. Et pour 3 et 4, même module aussi, puisqu'il engraine 3 et 4 engrainent. Et la condition d'engrainement, c'est même module. Pour des diamètres primitifs, donc M, c'est 2 fois Z. Et les Z, ils sont donnés. Les Z, tout à l'heure, on a vu que Z1, Z2, Z4, ils sont donnés 24, 120 et 90. Donc, je vais appliquer l'application numérique. Donc, 24 fois 2, ça fait 48. Et pour 2, c'est 120 fois 2, ça fait 240. 240 pour la roue numéro 2. Pour la roue numéro 3, c'est M2,5 fois la valeur de Z4 qui est donnée, et ça nous donne une valeur de 225 en faisant l'application numérique. Z3, on ne la connaît pas. Z3, il faut la chercher. Alors pour le diamètre DA, c'est le diamètre primitif plus 2 HA. 2 HA, c'est-à-dire 2 modules. 2 fois 2, ça fait 4, plus le diamètre. Donc là, ça nous donne une valeur de, si vous faites les calculs, donc ça nous donne une valeur de 52. Et là, ça nous donne une valeur, en faisant l'application numérique, 244
Là, vous avez une valeur de 230. Et pour le diamètre de pied, là, ça nous donne 43 en faisant l'application numérique. Là, c'est 235 et là, c'est une valeur de 218,75. Alors pour l'anthrax, il suffit de donc diamètre de D1 plus D2 divisé par 2 en faisant l'application numérique. On va trouver une valeur de 144. Et puisque sur le dessin, vous avez, voilà, regardez, de 1, elle est sur le même prolongement que l'axe de 4, c'est-à-dire l'axe des moteurs est sur le même prolongement que l'axe des récepteurs, c'est-à-dire le tambour. Donc l'anthrax, la valeur de l'anthrax sera, la valeur de l'anthrax, elle est là, l'anthrax, donc voilà. Si vous mesurez cette valeur-là, qui veut dire la distance entre les deux axes, cette valeur petit a sera tout simplement le rayon de 1 plus le rayon de la pièce 2. Donc le rayon de 1 plus le rayon de 2, c'est-à-dire diamètre de 1 plus diamètre de 2 divisé par 2. Et si vous le faites de l'autre côté aussi, ça sera le rayon de 3 plus le rayon de 4, c'est-à-dire diamètre de 4 plus diamètre de 3 divisé par 2. Donc là, pour l'anthrax, donc il suffit qu'on réalise l'application numérique. Donc voilà, je retourne. Donc voilà, même anthrax, puisque vous avez donc même anthrax. Alors pour le rapport, donc toujours le rapport entre la roue 1 et la roue 2, c'est N sortie, c'est-à-dire N2 sur N1 qui est égal à Z1 sur Z2 sur 5, c'est-à-dire 0,2. Et pour R2, c'est Z3 qui va nous donner une valeur de 1 sur 2. 1 sur 2. Alors maintenant, retournons à notre question suivante, c'est-à-dire déterminer Z3. Alors pour R2, on l'a déjà défini. R2, c'est 1,5. Voilà, on l'a trouvé tout à l'heure. Et pour déterminer Z3, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, il suffit tout simplement de travailler par le rapport global des réducteurs. Le rapport global des réducteurs est égal au rapport des premiers engrenages multiplié par le rapport des deuxièmes engrenages. C'est ce qui me donne tout simplement à chercher la valeur de R2 pour justifier le résultat 1,5. Le rapport global sur R1, ce qui est égal à 0,1, le rapport global, divisé par 0,2, c'est-à-dire 1 sur 5, ce qui est égal à 1,5. Donc voilà le résultat 1,5. Alors pour R2, le rapport de l'engrenage 2 est égal Z3 sur Z4 qui est égal ou qui peut nous donner Z3 qu'on cherche est égal à R2 fois Z4 en application numérique. Voilà, donc c'est Z4. Et si je fais une application numérique, ça sera R2 c'est 1,5 et Z4 c'est 90. Donc ça sera 90 fois 1,5. Donc ça nous donne 45 dents. Ça c'est le nombre de dents. Voilà, 45
donc pour Z3. Et je remplace ici, donc c'est 45. Et puisque j'ai trouvé Z3, donc je peux ici compléter pour... Donc là, on trouve 112,5. 112,5. Là, c'est 117,5. Et là, c'est 106,25. Voilà, mon tableau, il est complet. On a déterminé Z3 et R2. Deuxième question. Étude des réducteurs. Réducteur à engrenage cylindrique à denture droite. Donc, calculer le couple nominal que peut fournir le moteur. Donc, pour notre moteur, on connaît la puissance du moteur. La puissance du moteur est égale toujours au couple moteur fois oméga moteur. Et oméga est toujours égal à 2Pn sur 60. Donc, couple moteur fois 2, puisqu'oméga est égal à 2Pn moteur sur 60. Et là, je peux définir la valeur que je cherche, c'est-à-dire le couple moteur. Égal, donc 60 PM divisé par 2pi fois Nm. 2pi fois N M. Application numérique, ça me donne 60. La puissance est égale 7 kW, ça veut dire 7000 watts, divisé par 2pi, et N moteur, il est donné 700. Voilà, et je simplifie donc, égal, ça me donne une valeur de 95,5 et c'est un couple Newton mètre. Donc voilà le résultat pour la première question, c'est-à-dire la valeur du couple. Troisième question, calculer la puissance utile disponible en sortie des réducteurs. À la sortie des réducteurs. Alors pour le réducteur, on connaît le rendement global du réducteur est égal à sa vitesse à la sortie, c'est-à-dire P à la sortie du réducteur. À l'entrée du réducteur, c'est la puissance moteur, ce qui implique que la puissance du réducteur est égale au rendement global multiplié par le rendement global multiplié par la puissance des moteurs. Et ceci est égal, si vous faites une application, donc là le rendement 0,9 multiplié par 7 kW et ça me donne directement un résultat en kilowatts. Donc c'est 6,3 kilowatts. Donc là, ça concerne tout simplement la puissance à la sortie des réducteurs. Question 4. Calculer la vitesse de rotation de l'arbre de sortie des réducteurs. Donc là, on va utiliser non pas le rendement, mais on va utiliser le rapport de réduction. R est égal, c'est-à-dire le rapport global, R est égal N à la sortie des réducteurs sur N à l'entrée des réducteurs, c'est-à-dire la sortie du moteur.
Donc ceci implique que n, la vitesse à la sortie du réducteur, égale le rapport fois n moteur, ce qui est égal en application numérique 700 tours minute pour la vitesse du moteur fois le rapport C01, c'est-à-dire 1 sur 10, et ça me donne une valeur de 70, et l'unité à ne pas oublier, tours par minute. Donc voilà, en ce qui concerne la vitesse à la sortie des réducteurs. À déduire des questions 2 et 3, le couple à la sortie des réducteurs. Voilà, donc puissance réducteur égale couple réducteur fois oméga réducteur. Ceci est égal au couple réducteur et je remplace oméga par la valeur de 2π sur 60 ou bien Pn sur 30. Voilà. Et à partir de cette équation, je peux avoir le couple, voilà, qui est égal 30 puissance à la sortie du réducteur divisé par Pn, n réducteur, P fois n réducteur. Application numérique, ça me donne 30, voilà, multiplié par la puissance, donc là c'est 6,3 pour avoir le, donc 6300 pour avoir le watt sur P 314 multiplié par n, c'est n réducteur, c'est 70, et ceci me donne une valeur de 859,8, et puisqu'il s'agit d'un couple, donc newton mètre. Donc voilà le résultat pour le couple. Faites attention, newton mètre. Les deux étages du réducteur ont le même rendement nu. Donc calculer ce rendement. Donc pour chaque engrenage, il a un rendement nu. Donc c'est-à-dire tout simplement, si vous prenez le premier engrenage, donc là on va le noter, le rendement du premier engrenage est le même que le rendement pour le deuxième engrenage, c'est-à-dire les roues 1, 2, les roues 3, 4. Et on va le noter, puisqu'ils sont les mêmes, on va le noter tout simplement nu. Voilà. Donc on a le rendement global de notre réducteur, le rendement global égale le rendement 1, premier engrenage, fois le rendement du deuxième engrenage. Et puisqu'ils sont égaux, c'est comme si vous notez rendement, voilà, au carré. Premier rendement fois, et donc ceci est égal, le rendement est égal à 0,9. Ça, on l'a déjà, que le rendement nu égale, en application numérique, racine carrée de 0,9, qui est égal à 0,94. Donc voilà pour le rendement d'un seul engrenage.
Question suivante. Donc, pour soulever une charge Q en newton, un tambour T de diamètre du tambour 0,6 m et de rendement 0,9 est monté sur l'arbre de sortie du réducteur. Donc ici on va donner que l'expression. Donc le couple qu'on a noté ici, le couple tambour, c'est la même chose. On a noté, vous pouvez le noter, couple tambour au couple, donc voilà, est égal toujours, le couple égal la charge, voilà, fois le diamètre du tambour divisé par 2, c'est-à-dire le rayon, comme on a vu tout à l'heure sur la figure. On a noté, regardez, donc là ici c'est la charge. Pour avoir le moment ou bien le couple par rapport à l'axe de rotation, c'est la charge, voilà la charge Q multipliée par la distance, voilà, par la distance ici. La distance c'est le rayon, et le rayon c'est tout simplement le diamètre divisé par quelle est la valeur du couple disponible en sortie des tambours. Alors ici on va utiliser, on a le rendement du tambour qui est égal la puissance à la sortie des tambours, voilà, sur l'entrée, c'est-à-dire la puissance à la sortie du réducteur. Voilà. Et ceci est égal, alors puissance tambour, à quoi est égal la puissance mouvement de rotation, donc couple tambour fois oméga, la puissance égale couple fois oméga. Et la même chose pour la puissance réducteur, c'est le couple réducteur multiplié par oméga réducteur. Alors ici, si vous regardez sur le schéma synoptique, donc oméga tambour et oméga, ce qui fait tourner le tambour, c'est le réducteur, la sortie du réducteur. Donc les vitesses, ça c'est très important, les vitesses ici sont les mêmes, c'est-à-dire que la vitesse tambour est la même que la vitesse à la sortie du réducteur, l'entrée du tambour et le réducteur, puisque c'est le réducteur qui fait tourner le tambour. Donc les vitesses oméga, elles sont les mêmes. Donc par conséquent, si vous avez les vitesses qui sont les mêmes, donc ça nous donne que le couple à la sortie du tambour, donc là ça va se simplifier, voilà, et on aura le couple tambour est égal rendement tambour multiplié par le couple réducteur. Application numérique, ceci me donne alors 859,5 pardon, multiplié par 0,9, le rendement du tambour. Ceci implique que le couple tambour est égal, en faisant l'application numérique, 773,55 et c'est un couple, donc newton mètre. La question bien l'arrêt 9, en déduire la charge maximale en newton qui peut être soulevée par ce mécanisme. Donc je retourne au couple tambour, et on a dit que c'est la charge fois le diamètre tambour divisé par 2, c'est-à-dire le rayon. Alors ceci me donne que
la charge. Et je vais la prendre charge maxi. Charge maxi est égale à 2 fois le couple tambour divisé par le diamètre tambour. Application numérique. Donc ça sera 2 fois le couple, c'est 773,55, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure, divisé par le diamètre 0,6. Donc il faut faire attention aux unités. Donc ceci me donne une valeur de 2578,5 newtons. Donc voilà en ce qui concerne la charge maxi. Calculer la vitesse linéaire de la charge. Alors la charge est là un mouvement de translation verticale. Donc il s'agit d'une vitesse linéaire. Mais le tambour a un mouvement de rotation, donc une vitesse singulaire. Et la relation entre les deux, c'est V est égal oméga tambour fois le rayon du tambour. Application numérique pour trouver la vitesse. Donc oméga est égal Pn sur 30 ou bien 2Pn sur 60 fois le rayon des tambours. Le rayon des tambours. Ceci est égal. Alors pi fois 70 divisé par 30. Le rayon, donc le diamètre c'est 0,6, donc le rayon c'est 0,6 divisé par 2, ça fait 0,3. Et ceci me donne une valeur de 2,2 mètres par seconde. La vitesse linéaire. Donc la vitesse linéaire est égale 2,2 mètres par seconde. Voilà en ce qui concerne notre vitesse. Alors la question suivante, étude des freins, c'est-à-dire la fonction bloquée ou bien libérée, la charge. Un frein à manque de courant, à friction conique est monté à l'arrière des moteurs tels que le rayon égale 260, petit r, grand R, petit r, alpha 30 degrés, le coefficient de frottement 0,5 et là l'effort presseur des ressorts égale 500. Donc si vous regardez sur le schéma, donc vous avez, une fois qu'il y a contact entre la pièce 2 et la partie fixe, donc il y a freinage. Et donc là ceci, c'est-à-dire la bobine que vous avez ici. Donc là si par exemple il y a une panne de courant, si le courant est interrompu, donc automatiquement le ressort plaque la pièce 2 sur la pièce corps fixe. Et le moteur est arrêté, c'est-à-dire freiné. Et par conséquent la charge ne peut plus se déplacer ni vers le bas ni vers le haut. Alors ici on nous donne tous les éléments et vous rappelez pour calculer le couple. Donc le couple pour un frein, donc la relation toujours le couple de freinage est égal petit n fois petit f fois l'effort presseur, ça c'est la relation couple de freinage, dit multiplié par le rayon moyen. Mais ça c'est bon lorsque vous avez des surfaces qui sont planes. Mais lorsqu'on a
des surfaces qui sont coniques, il faut toujours diviser par le sinus de alpha. Alors ici, ce qu'on cherche, c'est le couple. Donc, application numérique. On cherche le couple de freinage. Ceci est égal. Alors, petit n, ça veut dire le nombre de surfaces en contact. Ici, on n'a qu'une seule surface. Donc, petit n égale 1. Coefficient de frottement, c'est 0,5, il est donné. Alors, l'effort presseur, il faut faire attention, l'effort presseur est égal. Donc, ici, on va retourner sur notre... Donc, l'effort de plaquage des ressorts, c'est FR, ça c'est l'effort de ressort. Mais l'effort entre les deux surfaces, ici, ce sont deux surfaces. Donc, l'effort, il est en ce sens. Toujours l'effort, il est perpendiculaire à la surface de contact. Voilà notre effort FP, effort presseur qui presse la première surface par rapport à la deuxième surface. Et là, on l'a noté ici. Voilà. Là, je vais le mettre. Là, notre effort presseur. Voilà, donc FP. Et là, puisque vous avez un angle alpha ici qui est égal à 30 degrés, donc alpha ici 30 degrés, voilà, 30 degrés. Là, vous avez 90. Donc ici, vous avez un angle de 60. Et on va utiliser ce petit rectangle, ce petit triangle rectangle, pour déterminer FP. Donc FP à partir de FR. Donc là, voilà F des ressorts. Donc en utilisant cette relation, on aura FP qui sera égal en fonction de FR. Il sera égal à FR en utilisant tout simplement un cosinus de l'angle. Donc cosinus de 60, c'est-à-dire l'angle qu'on a utilisé ici. Donc FP est égal FR fois cosinus de 60. C'est ce qu'on va essayer d'utiliser ici. Donc 0,5 multiplié par FP qui est égal, alors FR c'est 500 et le cosinus de 60. Voilà, le rayon moyen. Donc à quoi est égal le rayon moyen? Donc le rayon moyen c'est grand R 0,26 plus petit r c'est 0,1 et tout ça divisé par 2. Divisé par 2, ça concerne le rayon moyen. Est égal grand R plus petit r divisé par 2. Et puis ici, divisé par, il ne faut pas oublier, le sinus de alpha, c'est-à-dire sinus de 30. Et si vous faites une petite comparaison, cosinus de 60 et sinus de 30, ils sont les mêmes. Cos de 30 égale sinus de cos de 60 égale sinus de 30. Application numérique, ceci est égal. Donc je cherche toujours le couple de freinage. Couple de freinage. En faisant l'application numérique, ça me donne une valeur de 45 newton mètre. Newton mètre. Donc voilà pour le couple de freinage. 45 newton mètre. Donc faites attention pour le rayon moyen. Donc le rayon moyen, c'est toujours le rayon le plus
si vous avez un contact donc extérieur. Voilà, R plus petit r, et les rayons vous les avez ici, donc grand R, petit r. Question suivante, ce frein va-t-il bloquer la charge au maxi? Justifiez votre réponse. Donc ici, si vous comparez le couple de freinage qu'on a trouvé avec le couple moteur, on va directement constater que le couple de freinage est inférieur strictement au couple, c'est-à-dire que ce qu'on a trouvé pour le couple de freinage 45, il est inférieur à ce qu'on nous a donné 95,5 pour le moteur. Voilà. Donc notre frein, donc là, ne bloquera pas la charge. Donc la réponse sera non. Pourquoi? Parce que le couple de freinage est inférieur au couple moteur. Voilà la justification. Proposer une solution. Il faut trouver une solution pour que notre frein puisse bloquer la charge au maxi. Alors là, regardons tout simplement sur la relation qu'on a tout à l'heure. Donc première solution, à mon avis, c'est tout simplement de, par exemple, d'augmenter FP. Essayez de choisir FP un peu plus grand. Donc augmenter la valeur de FP. Ou bien augmenter le rayon moyen. Là aussi, ça peut être une solution. Ou bien aussi jouer sur la valeur du coefficient de frottement. Donc, toutes ces valeurs-là, ces paramètres-là, sont dans notre équation. On peut jouer sur ces valeurs. Soit changer petit f, soit changer FP, soit changer le rayon moyen. Alors, pour n, on n'a qu'une seule. Donc là, on ne peut pas intervenir sur R. Redimensionner le rayon R des freins. Donc ici, on nous dit de redimensionner le rayon moyen. Donc ça veut dire qu'ils ont choisi la deuxième solution, c'est-à-dire de varier la valeur de R moyen. Donc afin qu'il fonctionne correctement. Donc c'est simple. Donc je retourne sur l'équation. Couple de freinage est égal toujours à petit n fois petit f fois l'effort presseur fois le rayon moyen, voilà, divisé par le sinus de l'angle de notre surface conique. Ceci implique que ce qu'on cherche, c'est le rayon moyen, le nouveau rayon moyen pour avoir le freinage. Donc égal couple de freinage sur n petit f fp. Voilà, couple de freinage sinus de alpha. Application numérique. Donc le rayon moyen est égal, alors le couple c'est 95,5. alors puisqu'il est mètre newton, donc on va mettre en millimètres pour trouver un rayon en millimètres. Sinus de l'angle 30 divisé par NC1, donc là le coefficient c'est 0,5, alors fois l'effort c'est FR fois cosinus de 60, cos 60, et on a dit que le cos 60 et le sin
Voilà, ils sont les mêmes. Donc ceci me permet de donner une valeur de, si je fais l'application numérique, ça me donne une valeur de 382 et l'unité c'est le millimètre. Donc voilà le nouveau rayon qui va nous permettre d'avoir le freinage. Pour le deuxième exercice concernant les moteurs asynchrones triphasés, donc ici le circuit de puissance d'un moteur asynchrone triphasé à cage est représenté ci-dessous. Les caractéristiques nominales de son moteur sont données sur la plaque signalétique suivante. Donc en regardant sur la plaque signalétique de notre moteur, voilà, et s'il s'agit d'un moteur LS80L, donc pour la question, on nous demande, en se référant, première question, en se référant à la plaque signalétique, compléter le tableau ci-dessous. C'est-à-dire en regardant les repères que vous avez ici, le repère 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Alors, que signifie sur la plaque signalétique ces éléments? Alors 2, pardon, pour la pièce, pour le repère 2, il s'agit tout simplement de la tension pour lorsqu'on est en couplage étoile. Pour la tension des réseaux pour couplage étoile au triangle, donc ici tension des réseaux pour un couplage triangle. En regardant ici, on voit bien que c'est le 1. Donc je vais essayer de répondre à ces questions. Donc pour 2, c'est tout simplement la tension des réseaux pour un couplage étoile. Pour 4, c'est tout simplement la fréquence de rotation, la vitesse de rotation tour par minute. Pour 6, c'est le kilowatt. Donc le kilowatt, c'est la puissance utile des moteurs. 7, c'est le Kossuth, facteur de puissance. 5, c'est tout simplement ampère, c'est tout simplement le courant nominal. 3, donc le 3,3 c'est le courant nominal pour lorsqu'on est en couplage triangle. 1,9 lorsqu'on est en couplage étoile. Deuxième question, le moteur est connecté au réseau 230-400 volts avec une fréquence de 50 Hz. Donc première question, calculer pour le fonctionnement nominal la puissance active absorbée, puis après la puissance réactive absorbée. Donc on va voir, donc pour la puissance active, donc on connaît que la puissance active c'est tout simplement U fois I racine de 3 cos phi, donc c'est ce qu'on va noter. Donc U fois I racine de 3 cos phi, application numérique, racine de 3, la tension, on a vu tout à l'heure la tension 400, le courant qui correspond à 400 c'est 1,9 et puis le cos phi est égal 0,83 et on obtient directement une valeur de 1093 watts. Ça concerne la puissance absorbée. Puissance absorbée, donc les tensions vous les avez ici pour votre moteur. Voilà, 230, 400, 230 c'est la tension simple et 400 c'est la tension composée. Regardez, vous avez notre schéma ici de notre moteur. Il est donc là entre phase et phase, il y a toujours la tension composée.
Et entre phase et neutre, vous avez la tension simple. Alors ici, vous avez 400. Pour nos 400, regardez ici, 400 c'est 1,9 comme courant. Voilà. Et lorsque vous avez un montage triangle, c'est 3,3. Donc il suffit de regarder sur votre plaque signalétique. Donc pour la puissance réactive, c'est toujours I fois I, racine de 3, mais c'est fait. Donc là, application numérique, et ça nous donne une valeur de 724. Et c'est une puissance réactive, donc on va faire attention aux unités. La question suivante, on nous demande de déterminer les pertes totales des moteurs. Donc on a toujours une puissance à l'entrée des moteurs, puissance absorbée, et à la sortie des moteurs, vous avez toujours une puissance utile. Et entre les deux, vous avez des pertes. Puissance utile est toujours égale à la puissance d'entrée moins les pertes. Ce qu'on aura toujours à la sortie, c'est inférieur à ce qu'on a donné à l'entrée. Donc la puissance utile est toujours inférieure à la puissance absorbée d'une valeur des pertes. Donc voilà, on va essayer de trouver. Puissance utile égale toujours puissance absorbée moins la somme des pertes. Et la somme des pertes égale puissance absorbée, l'entrée moins la sortie. Et de l'application numérique est égale 343 watts. Question suivante. Moment des couples mécaniques utiles. Donc le couple mécanique, il est à la sortie. Donc la puissance utile à la sortie est égale couple utile fois oméga utile. Et oméga est toujours égal Pn sur 30 ou bien 2Pn sur 60. Donc c'est ce qu'on va essayer d'indiquer ici. Donc si vous faites tout simplement que la puissance utile est toujours égale couple utile fois oméga utile, et oméga est égal, donc couple utile fois oméga utile, c'est Pn à la sortie utile sur 30. Et ici le couple, on l'a noté TU, donc TU est égal, c'est la même chose, donc on l'a noté, c'est une notation. Donc couple utile ou bien T utile, donc c'est une notation. Donc c'est la relation qu'on va utiliser. Donc le couple égale 30P puissance utile sur oméga, et oméga est égal de Pn sur 60, et j'applique pour trouver une relation ou bien une valeur de 2,56 Nm. Pour la fréquence de synchronisme, vous rappelez bien des relations. Donc pour la fréquence de synchronisme, on a toujours la fréquence de synchronisme est toujours égale F sur P. Et P c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de, et on va trouver une valeur de N en tours par minute. Si on veut par seconde, vous mettez 60. Voilà la relation qu'on a utilisée en cours. Donc toujours N, la valeur de N. N, la fréquence de synchronisme est égale 60 la fréquence sur P. Voilà. Donc ça dépend ce que vous utilisez pour communauté. Donc ici, donc là NS égale F sur P avec F est égal 50, ça c'est donné. Et donc on peut trouver directement notre fréquence. Et pour le nombre, donc ici on va essayer de trouver en fonction de notre, on va trouver en fonction de nos suppositions. Donc si on choisit par exemple nombre de pôles égale 1, NS égale F
Donc ça sera 50 tours par seconde. Et on obtiendra directement une valeur de 3000 tours par minute. Alors si on prend un P égale 2, NS sera de 25 tours par seconde, c'est-à-dire 1500 tours par minute. Donc deux suppositions, P égale 1, P égale 2. Et on va essayer de voir. On a dit que toujours, puisque toujours N, la fréquence de rotation mécanique, est toujours légèrement inférieure à NS. Et si vous regardez ce qu'on nous a donné pour NS, on nous a donné une valeur de... On a deux valeurs, 3000 et 1500. Donc celle qui se rapproche le plus, c'est 3000. Voilà. NS est toujours supérieur. Voilà. NS, la fréquence de synchronisme des champs magnétiques, est toujours supérieure à N, qu'on a noté ici, là, N', c'est-à-dire la fréquence de rotation mécanique. Et ils sont toujours légèrement supérieurs. Donc on a trouvé ici deux valeurs pour P égale 1, pour P égale 2, et celle qui est supérieure légèrement à 2008, donc c'est 3000. Donc on prendra NS égale 3000 tours minute. Pour la question suivante, c'est déterminer le glissement. Donc le glissement, on connaît sa valeur, donc NS moins N prime sur NS, donc 2800. Donc tout à l'heure j'ai dit 2700, donc 2800. Donc 3000 moins 2800 sur 3000 et ça nous donne une valeur de 0,06. Alors maintenant, en se référant au circuit de puissance des moteurs, compléter le tableau. Donc voilà le circuit de puissance des moteurs. En regardant sur ce circuit de puissance des moteurs, on va essayer tout simplement de compléter le tableau. Donc Q1, on a dit que c'est tout simplement un sectionneur avec des visibles. Voilà. KM, c'est un contacteur. F1, c'est un relais thermique. Voilà. Et la fonction de chaque élément, donc on va l'indiquer ici, le nom et la fonction. Alors pour F1, relais thermique, c'est tout simplement pour protéger le moteur. Ça protège le moteur. Pour KM, le disjoncteur, c'est commander le moteur. C'est le sectionneur porte visible. Isoler le circuit. C'est le sectionneur qui fait cette fonction. Et pour les visibles, c'est protéger contre les court-circuits. Merci.